Je m'appelle Sarah Scher, nous nous trouvons à San Francisco. Je suis la fondatrice de Kango, qui se fait parfois appeler Uber for Kids, mais c'est un service de transport flexible à base d'une application mobile pour les parents et pour les écoles, pour transporter les enfants. Je suis la promo de la promo 94. En fait, j'ai intégré l'ESSEC en admission parallèle après un Bachelor of Arts à Stanford. Je suis née en Californie, à Los Angeles, mais c'est un parcours un peu entre l'Europe et les USA. Mais arrivée à l'ESSEC, j'ai fait, je crois, la filière comptabilité. Par rapport à l'ESSEC, j'ai quand même été bien contente en tant que fondatrice d'avoir suivi la filière compta parce que ça m'a dispensé de devoir au début embaucher un comptable pour tenir notre comptabilité dans QuickBooks, et ça pour lever des fonds et montrer aux investisseurs qu'on savait ce qu'on faisait, c'était super utile très tôt en fait. Donc c'est évidemment possible d'embaucher tout de suite quelqu'un pour être bookkeeper, mais ça nous a permis de démarrer sans avoir cette dépense-là tout de suite. Après, j'ai intégré le cabinet de conseil qui s'appelait à l'époque Andersen Consulting, qui est maintenant Accenture. Et j'ai fait des missions pendant 5 ans à peu près sur l'Europe, entre le Luxembourg, Paris, Londres, dans le secteur conseil en process, services financiers. Voilà. Et ensuite, j'ai transféré, toujours au sein d'Accenture, du bureau de Paris vers le bureau de San Francisco. J'ai 1 an à peu près chez Accenture ici, avant de rejoindre la première start-up où j'ai travaillé, qui s'appelait insweb.com. Et c'était un service de cotation en ligne de police d'assurance. Donc surtout des polices automobiles, mais le concept à l'époque, avec la naissance de l'Internet, c'était qu'on entrait ces données une fois et les assureurs répondaient tous en même temps. Donc ça épargnait aux consommateurs de devoir passer plein de coups de fil les uns après les autres. Voilà. Donc j'ai travaillé à peu près 1 an et demi chez Insweb. Ils ont fait leur IPO en 99. Et ensuite, j'ai rejoint snapfish.com, qui était un service, qui est toujours un service de photos et de marchandises photos en ligne. C'était à l'époque où c'était la naissance de la photographie digitale, avec les appareils numériques. Ça semble maintenant, il y a très longtemps, mais c'était en 2000. Et donc j'étais product manager chez eux. Je m'occupais des lancements de produits. On a été acheté donc par Hewlett Packard en 2005. Donc on est devenu une division de HP. Et je suis restée en fait après l'acquisition parce que on avait pour mission de faire une expansion internationale dans, à l'époque, 22 pays. Donc on avait Snapfish Chine, Snapfish Australie, Snapfish France, qui existe toujours, Snapfish USA bien sûr, et c'était super. Donc là, j'ai commencé à avoir l'idée que peut-être que j'aimerais faire quelque chose ou fonder quelque chose. J'adore résoudre des problèmes avec la technologie. Et donc, je me disais, en fait, avoir cette expérience d'expansion et apprendre comment faire croître le business avec les lancements de produits, voire dans des marchés différents, c'est intéressant. Donc, je suis restée jusqu'en 2011 à peu près. Mais pendant ce temps-là, je suis devenue parent, maman, et j'avais un nouveau problème à résoudre, c'est-à-dire que mon mari travaillait loin, à 1 heure de trajet dans la péninsule, ne pouvait pas donc amener les enfants à l'école, et donc je me retrouvais à la recherche éternellement de carpool, de nounou avec voiture ou avec permis de voiture, de babysitter prêt à conduire, avec des horaires restreints, parce que finalement j'avais que besoin de ces moments de transport, peut-être avec un tout petit peu de garde jusqu'à ce que je rentre du bureau. Et c'est après ce challenge-là que j'ai décidé de quitter Snapfish et de fonder Kango. En fait, j'ai démarré donc chez Accenture à l'époque, enfin Andersen Consulting, et ce qui m'a plu dans le conseil est similaire sous certains aspects à ce que j'aime bien dans le métier de startup founder, c'est de résoudre des problèmes. Et donc avoir un impact significatif, enfin vraiment individuel au départ, pour résoudre des problèmes qui n'ont pas de solution, c'est vraiment, ça a été
le facteur moteur, si vous voulez, enfin vraiment la motivation pour faire ça. Mais en démarrant dans une grande entreprise, sous forme de projet de conseil, c'était finalement une structure assez itérative et rapide qui m'a appris plein de choses sur la gestion de projet, sur comment gérer les relations entre un client, donc plus tard des investisseurs, un client et un fournisseur, plein de choses. Une fois de retour aux States, chez Accenture, c'était vraiment moins créatif qu'au bureau de Paris, en fait. C'était des boîtes beaucoup plus grosses. On m'a envoyé tout de suite à New York chez Merrill Lynch. Et là, on ne savait même plus qui était le client. C'était assez anonyme finalement. Les équipes d'Andersen étaient énormes. Donc, j'avais perdu un petit peu ce feeling de pouvoir avoir un impact immédiat, individuel, pouvoir résoudre un problème spécifique, voire identifier un problème spécifique et ensuite travailler dessus et le résoudre. Il se trouve que mon cofondateur aujourd'hui, qui est notre CTO, travaillait avec moi à Snapfish également. Donc lui, quand il a vu, disons, l'idée que j'avais, étant papa aussi, il a dit « Tiens, ça me paraît plus intéressant ce que tu fais là que ce qu'on fait en ce moment chez HP. Est-ce que tu veux pas qu'on travaille ensemble ?» Donc il m'a rejoint. Donc on se connaissait bien, on savait qu'on pouvait bien travailler ensemble. Et en termes de skills, c'est une démarcation assez nette. Disons, il est extrêmement technique. Moi, je ne suis pas codeuse, même si j'ai eu des cours de coding aussi bien à la fac que chez Accenture à l'époque, en training. Mais c'est pas, j'ai plutôt un côté product manager et business. Donc, il y a très peu, voire pas de overlap, comme on dit, ce qui est utile, parce que je peux comprendre comment ça peut être un problème en fait. J'ai quitté d'abord Snapfish parce que j'ai trouvé que, notamment donc, la dynamique de grosses boîtes ne me convenait plus. J'ai réfléchi plusieurs mois. J'avais pas que cette idée-là pour aider les parents avec les transports d'enfants, mais j'avais 2 ou 3 autres idées. Donc j'ai fait un petit peu mon étude de marché en guerrilla mode, où je suis allée parler à des parents, j'ai même dessiné des écrans, je leur ai fait imaginer un service comme ça, je leur ai montré un prototype pour avoir un peu du feedback, sans avoir tout de suite levé des fonds. Je crois que le premier pas qu'on a pris, j'ai une amie de Stanford qui m'a dit « Tiens, il faudrait que tu parles quand même à un avocat pour incorporer ta boîte parce que la IP, c'est important, elle était avocate elle-même, c'est important de définir à qui ça appartient, en l'occurrence à une structure et non pas aux individus. » Donc, on a montré notre prototype à un avocat dans un cabinet très connu qui s'appelle Gunderson Detmer, ici dans la Bay Area, qui voit beaucoup de startups, qui fait beaucoup de deals. Et on a été très étonnés quand il a dit « Bon, j'y crois, je comprends, je vois ce que vous essayez de faire, je vois le prototype, je vous prends, on va incorporer votre boîte sans frais, ou plutôt ce qu'ils disent deferred fees », donc on faith comme on dit. Et à partir de ce moment-là, on a créé la structure business. On a démarré avec un prototype sans aucun funding. On a construit nous-mêmes entre engineering, qui était son profil, mon profil c'était product manager, les designers avec qui on avait travaillé chez Snapfish, qui travaillaient toujours chez Snapfish d'ailleurs, nous ont aidés en échange d'equity au lieu de cash. Et finalement, donc, on a mis la première version de l'appli Kango dans le App Store sans avoir levé des fonds. Et comme ça, on pouvait montrer qu'on était capable d'exécuter en fait et de construire quelque chose. La prochaine étape, ça a été en fait d'intégrer un accélérateur qui s'appelait à l'époque 500 Startups, qui est basé dans la baie et qui est global. Ça s'appelle d'ailleurs 500 Global maintenant, avec qui on est encore en contact à travers des mentors et des investisseurs et des updates réguliers. Et donc, c'est un bootcamp qui nous a pris, c'est en 2014, donc on avait quand même fait 2 ans d'itération sur le concept, etc. Et pour l'instant, à cette époque-là, on n'avait pas de revenus. Donc, on est sorti de ce programme-là avec un nouveau business model qui était non seulement un peer-to-peer model où les parents entraidaient les autres parents, mais un modèle où c'était plutôt
nous qui allions trouver et faire un screening extensif des drivers, comme on dit, des conducteurs, des chauffeurs, et l'appli allait permettre d'abord aux parents de réserver des rides, des trajets pour leurs enfants. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à la version 0, si vous voulez, du produit, avec l'aide de notre réseau et avec un cabinet d'avocats très au courant du trajectoire des startups qui nous a prêté ses services alors qu'on était juste à l'étape de prototype. Le Minimum Viable Product était un peer-to-peer model, c'est-à-dire que Kango pouvait être téléchargé n'importe où. D'ailleurs, ça a été très longtemps le cas. On n'avait pas les drivers et tout était gratuit. Donc, les gens pouvaient s'entraider. Donc, ça, c'est le Minimum Viable Product, mais ça n'a pas trop marché, en fait. Parce qu'on nous a très bien expliqué, notamment au sein de 500 Startups, pendant le programme d'accélérateur, bon, soit il vous faut 1 million d'utilisateurs si vous avez une appli qui est gratuite, hein, pour vraiment attirer de l'investissement, pour prouver que ça peut marcher sur la base de advertising ou enfin vous allez vous débrouiller pour trouver. Soit si vous avez moins d'utilisateurs et votre trajectoire de croissance est moins raide, entre guillemets, vous allez devoir trouver un modèle where you charge for service avec des revenus prouvés pour montrer que vous avez un business model qui va tenir la route. Et donc, c'est à la sortie de 500 Startups qu'on avait notre vrai Minimum Viable Product qui avait attiré de l'investissement, d'abord de 500 et ensuite, à partir de Demo Day, d'autres investisseurs. Voilà. Ça, c'était une partie pas évidente, en fait, au départ, parce qu'on a choisi une trajectoire qu'on appelle, nous, en interne, Responsible Growth, c'est-à-dire qu'on a préféré ne pas aller directement chez les VC en essayant ou en recherchant 25 millions de dollars ou 50 millions de dollars sans savoir si le côté économique allait marcher. On a pris un petit peu l'approche inverse. Et donc, par conséquent, on n'avait pas un énorme budget marketing. Et en plus, avec un service comme celui qu'on a, Kango, c'est pas vraiment une histoire de mettre plein de billboards, de passer des pubs à la télé. C'est pas ça qui crée la confiance. Or, là, vraiment, les enfants sont confiés par leurs parents à nous. Et on devient responsable de non seulement getting them from A to B, comme on dit, mais de leur sécurité, de leur bien-être pendant ce moment où ils nous sont confiés pendant la journée. Et en fait, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris contact avec des associations de parents. On a fait ce qu'on appelle des beta rides pour des gens qu'on connaissait, mais aussi pour des influencers petit à petit, des mamans qui sont sur les social medias, qui sont sur Instagram, qui testent de nouveaux produits et qui postent à leurs followers sur ce qu'elles en pensent. On a fait ça. Et puis tous les programmes extrascolaires, que ce soit sportifs ou artistiques, où il y a souvent ce problème de transport à 15 heures, où les parents sont encore, à l'époque, étaient encore au bureau. On est allé les voir en disant voilà ce qu'on propose, si vous voulez faire un essai, si vous pensez que vous avez des parents qui aimeraient bien inscrire leurs enfants chez vous mais qui ne peuvent pas à cause du problème de transport, on est là, on peut leur faire un discount ou un free trial, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on a démarré un petit peu comme ça aussi. C'était avant notre Series A, donc c'était au niveau de seed funding. D'abord, on a pris une stagiaire, juste pour nous aider pendant qu'on terminait le programme 500 Startups. C'était au sein, ils avaient un programme de recrutement de stagiaires au sein de 500 et ça, c'était super utile. Elle était vraiment géniale. Elle avait fait Berkeley, elle venait de chez Google et elle a fini par passer 1 an avec nous. Et à part ça, on a embauché les personnes qui se chargeaient de recruter les drivers et de faire du live operations, comme j'expliquais, parce qu'on avait un noyau de business qui commençait à grandir. Il fallait quand même embaucher trouver et faire toutes les étapes de screening des chauffeurs. Et par la même occasion, il fallait surveiller que tout se passe bien une fois. Donc on avait cherché sur les job postings, sur AngelList, où il y a du personnel très orienté start-up. Ensuite, après notre Series A en 2019, on a embauché plus de monde, donc on a pris une directeur des opérations qu'on avait aussi trouvé sur AngelList,
On avait travaillé un petit peu avec des cabinets d'embauche qui étaient assez axés start-up, mais qui travaillaient sur la base de com. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a le profil qu'il faut, etc. Et puis il y a des gens qui nous sont venus par referral aussi, donc des employés qui réfèrent d'autres, de préférence avec lesquels ils ont déjà travaillé. Avant le Covid, on était à 80% un business B2C, où c'était les parents individuellement qui téléchargeaient l'appli et qui demandaient des rides pour leurs enfants. Pendant le Covid, d'abord toutes les écoles étaient fermées, donc le business a pas mal souffert de ça, mais les bus scolaires ont été très impactés par le manque de chauffeurs et puis le désir de ce qu'on appelle de-densify, donc mettre moins d'enfants ensemble dans le même véhicule. Et donc le côté B2B de notre business, qui est environ 60% de notre volume en ce moment, a vraiment décollé pendant la sortie, enfin, l'émergence de la fermeture des écoles. On nous appelle parfois Uber for Kids, mais c'est plutôt vraiment Child Care on Wheels ou des nounous qui conduisent. Parce qu'en fait, on est enregistré dans l'État de Californie, par exemple, en tant que Caregiving Agency, Child Care Agency, et en même temps qu'on est enregistré, on a une licence, une operating license en tant que compagnie de transport. Donc, on fait plus ou moins tout ce qu'une famille ferait pendant une recherche de nounou pour se charger de leurs enfants, en fait. Donc, il y a une interview effectivement en personne, il y a des références d'emploi. Tout candidat doit nous arriver avec déjà de l'expérience de garde d'enfants, qui peut prendre la forme de coach ou de prof ou de babysitter ou de parents. Et ça, par exemple, c'est une énorme différence avec Uber. Ce n'est pas du tout nécessaire de connaître les enfants ou d'avoir travaillé déjà des enfants. Donc on appelle les employeurs ou les familles pour lesquelles cet individu a travaillé. On fait 2 background checks, comme on dit. Donc une première version qui va évidemment vérifier leur driving record, enfin leur historique de conduite auprès de la DMV, mais aussi donc tout le background criminel. Et il y en a 2 de ces checks. Le premier va jusqu'à 7 ans en arrière et le deuxième retourne jusqu'au 18e anniversaire de l'individu. Donc c'est justement ce check-là qui demande des empreintes digitales. Et Uber, par exemple, refuse d'implémenter le background check avec empreinte digitale. Et puis on continue en termes de sécurité, ce qui est aussi important, c'est ce qu'on appelle live operations. Et ça, c'est très différent par rapport à Uber aussi. C'est vraiment le fait que à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, n'importe quel jour de la semaine, 24/7, on a une équipe de personnes qui s'appelle notre Live Ops Team, qui regarde. Du moment qu'il y a quelqu'un dans une voiture quelque part, il y a aussi un être humain qui regarde. Il y a des alertes du système, mais il y a aussi quelqu'un qui regarde, qui surveille, qui contacte le chauffeur, qui contacte la famille s'il y a du trafic, s'il y a du retard, si le coach n'est pas là aujourd'hui, s'il commence à pleuvoir et que le practice est annulé. Donc, c'est vraiment un niveau de surveillance à la minute. Donc, il y a des alertes. S'il y a un retard de quelques minutes, on reçoit une alerte. On regarde. Voilà, alors est-ce que c'est le driver qui est en retard ou c'est l'enfant qui n'est pas encore sorti ou c'est qu'il a oublié de se réveiller ce matin. Donc en fait une surveillance mais vraiment en live avec un tracking de leur emplacement géographique. Donc vraiment il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour transporter ce most precious cargo. En tant que parent moi-même, c'est comme si on avait des milliers d'enfants en fait dont on avait la garde. Voilà. Il y a plusieurs raisons, mais ça ne se produit pas vraiment. Déjà, dans nos Terms and Conditions, c'est très clair que ce n'est pas toléré. La première raison, c'est une question d'assurance. Alors, la liability, comme on dit, de transporter un enfant qui n'est pas le vôtre est énorme. Et donc, l'assurance, c'est un facteur déterminant de notre business. D'ailleurs, c'était un des premiers investisseurs, c'était un des premiers problèmes qu'on a eu, c'était bon, on a levé des fonds, mais pas tant de fonds que ça, et ça coûte très cher, et ça existait à peine en fait, ce genre d'assurance. Donc les chauffeurs et les familles veulent que cette assurance soit en place, et ils savent que nous on est couverts, on a plusieurs polices d'assurance, et les chauffeurs ne veulent pas prendre ces responsabilités seuls, sans avoir
le cadre professionnel qu'on apporte nous en tant que business, et les parents non plus finalement. Il y en a peut-être sur les doigts d'une main, hein, honnêtement, qui ont posé la question peut-être à leur driver, et généralement le driver refuse en disant moi je veux avoir le choix. Bon, déjà je veux l'assurance qui est en place à travers Kango, et deuxièmement ils veulent pouvoir choisir et avoir accès à plus de rides, parce que notamment sur San Francisco c'est très dense, il y a pas mal de demandes. Un chauffeur pour Kango peut faire 10-12 courses par jour, mais pas avec une famille. Donc avoir plus d'offres, avoir l'assurance et avoir le backup de live operations. Parce qu'avec les enfants, tout peut arriver. L'enfant est malade, il n'est pas où il est censé être sur le terrain de foot. Et live operations, ils sont vraiment la main droite des chauffeurs et des familles à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Et c'est très vite complètement autre chose, je pense, si on n'a pas ça. Au départ, c'était notre premier chèque, comme on dit, c'était 500 startups, maintenant 500 global. Et donc eux, c'était un montant prédéterminé, pareil que tout le monde dans la cohorte, en échange d'un certain pourcentage de la boîte, à une valuation qui était identique pour tout le monde. Après, au niveau de Demo Day, on avait lancé notre levée de fonds Seed Round. Et là, je crois qu'on cherchait 1 ou 2 millions pour agrandir l'équipe, pour faire une expansion des fonctionnalités de l'appli, pour notamment embaucher des nouveaux drivers, etc. Et ça a été vraiment lancé le jour de Demo Day. J'avais à peine terminé ma présentation que j'avais un premier email d'un investisseur qu'on a encore aujourd'hui, qui était un des premiers investisseurs dans Uber, qui a dit « Génial, I want in, j'écris un chèque pour 50 000 $, ma partenaire va peut-être écrire un autre chèque, il faut que tu lui parles, mais voilà, et puis vous avez besoin de quoi, comment ça va se passer, c'est quoi les prochaines étapes, etc. » Donc ça, c'était littéralement à la sortie de la présentation de Demo Day, et à partir de là, on a levé ce qu'on appellerait notre seed round d'à peu près entre 1 et 2 millions de $, mais ça a pris un moment. Donc on était tellement occupés à faire grandir le business qu'on n'a pas... Il y a certains qui disent, voilà, on se donne un mois et puis on fait tout notre fundraising et après c'est terminé. Nous, c'était un peu en continu parce qu'on était pressés de commencer. Et après le seed funding, on est arrivé à un moment où c'était très clair que pour vraiment faire une expansion, pour servir les écoles, parce que le besoin B2B était devenu apparent, que là, c'était des niveaux d'assurance encore plus élevés, avec des frais plus élevés, qu'il fallait plus de personnel pour être les managers des comptes écoles, et il fallait plus de monde. Voilà, donc on a fini par... Enfin, j'ai parlé à beaucoup de monde. On nous dit au départ... N'ayez pas peur d'être rejeté et de recevoir non comme réponse. Vous allez en avoir des centaines peut-être de réponses négatives. Donc on a obtenu un lead investor qui a défini les termes de notre Series A, qui en fait est une compagnie de transport qui a entre autres une division de bus scolaires. Donc ils nous ont considérés comme un complément naturel à leur contrat qu'ils ont pour les bus, et ils ne sont pas du tout axés technologie. Et ça a mis un moment à négocier en fait et à clôturer la round, comme on dit. Donc il ne faut jamais sous-estimer le temps que ça peut mettre de faire tout le tour des investisseurs et de rassembler toutes les réponses. Et là, c'était un travail bien sûr avec les avocats de confiance aussi pour définir ça. Et le Covid nous a frappés tous 11 mois après notre levée de fonds Series A. Donc heureusement qu'on l'avait levé moins d'1 an avant. En même temps, c'est que maintenant qu'on émerge, si vous voulez, et qu'on a des chiffres qui sont maintenant meilleurs que ce qu'on avait à l'époque de notre Series A. Donc voilà. Au début, l'appli ne s'appelait pas Kango tout de suite, ça s'appelait Kangadoo. Et donc, un des prototypes qu'on avait, c'était, donc je disais, du peer-to-peer. Donc mais il y avait plusieurs options. What would you like to do? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et on imaginait que peut-être que les parents auraient besoin de multiples services et voudraient soit s'entraider sur le childcare, sur les courses, sur le babysitting, mais peut-être sur d'autres tâches, on ne savait pas trop. Et en fait, ça n'a pas marché du tout.
parce qu'il y avait trop de choses, trop de choix. Le peer-to-peer, notre marché cible, il se trouvait, les parents étaient trop busy, trop occupés et voulaient vraiment que leurs deux challenges les plus aigus soient pris en charge, le transport avec parfois du childcare. Donc on a fait pas mal de ce qu'on appelle fries with that, donc une activité moindre mais complémentaire, un petit peu en plus si nécessaire. On a fait pas mal de childcare avant le Covid. Maintenant, on n'en fait plus vraiment pendant le Covid et post-Covid. C'est surtout les transports parce que la valeur ajoutée, c'était vraiment, et ce pourquoi les consommateurs étaient prêts à payer finalement, ainsi que les écoles, c'était le service de transport. Parce que le screening des drivers est tellement difficile quand on est particulier. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait sans la licence de transport, sans la licence de service childcare auprès des États où on est opérationnel. Ça, un parent individuel ne peut pas faire. Mais on a mis plus d'1 an à faire ce pivot-là. Et c'était à la sortie de 500 Startups où c'était vraiment clair. Voilà, les investisseurs, ils ne vont pas payer. Vous n'avez pas assez de croissance sur le modèle peer-to-peer avec multiples services. C'est do one thing, do it 10x better than any other solution et vous attirerez de l'investissement si vous avez une croissance qui est visible. Donc et c'est à ce moment-là on a fait une séance de branding sponsorisée par notre premier investisseur qui m'avait emailé pendant la Demo Day et on s'est rebaptisé Kango. Donc on a oublié Kangadoo, on est devenu Kango parce qu'en plus Can Go, ça se comprend tout seul. Et 2 syllabes, c'est plus facile à prononcer, à écrire que 3 syllabes. Voilà. On nous avait expliqué aussi pour être un household name, service consommateur que tout le monde connaît et que tout le monde comprend, il ne faut pas avoir plus que 2 syllabes. Donc c'est ça, on était très contents de s'appeler Kango. Le kangourou rose par contre a été validé, on l'a gardé et le logo n'a pas changé depuis le début. C'était en identifiant donc les vecteurs et les channels, comme on dit, des 2 facteurs de croissance majeurs qu'on a, c'est-à-dire en tant que marketplace, les chauffeurs et les parents. Donc, au départ, quand on faisait pas mal d'expériences sur ce qui pouvait créer la confiance avec les consommateurs, on avait testé pas mal de channels, aussi bien en personne que numérique. Et les pubs à travers Facebook, pas vraiment Instagram, mais Facebook, on a fait pas mal d'expériences dessus, nous ont permis d'atteindre un niveau de parents plus élevé que si on était simplement resté au grassroots, word of mouth, qu'on avait utilisé au départ. Donc on a rajouté cette filière-là et de manière similaire avec les chauffeurs, on avait essayé de faire du bouche à oreille, de mettre des flyers dans les facs, dans des endroits où on savait, dans les forums où on savait qu'il y avait des drivers. On a très vite compris qu'il fallait utiliser des plateformes d'embauche fréquentées par les gig workers qui cherchaient du travail flexible. Et donc on a fait une optimisation numérique similaire côté chauffeur qu'on a encore diversifié aujourd'hui. On continue à tester les nouveaux canaux. Et donc sans ces 2 vecteurs numériques, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et pour les étapes de screening des chauffeurs, parce que finalement, en fait, on a plus de demandes que d'offres, c'est-à-dire on a plus de rides demandés que de chauffeurs disponibles pour les faire. On a très vite trouvé des partenaires qui permettaient d'accélérer, si possible, et si ce n'était pas un problème de sécurité, d'accélérer les étapes de screening des drivers. Donc des plateformes qui permettent de prendre des rendez-vous sur son téléphone pour faire inspecter le véhicule, des plateformes où le chauffeur peut s'inscrire lui-même tout de suite en instantané pour avoir le background check soumis. On a vraiment essayé tous les raccourcis possibles au niveau des outils sans éliminer les étapes. On a eu des mentors en tant que nouveaux ou first-time founders, des mentors avec lesquels je discute encore chez 500 ou 500 Global, aussi parmi nos investisseurs.
Et puis dans l'écosystème de la Silicon Valley, il y a pas mal de meet-ups et d'opportunités de se connecter. J'ai beaucoup admiré quelques fondateurs qui sortaient, je crois, il y en avait une qui sortait de Y Combinator, je l'avais repérée lors d'une conférence, et elle racontait des histoires de son échec. Sa boîte a été extrêmement successful. Mais elle racontait, c'était surtout des histoires d'échecs qui m'ont motivée parce que j'ai comparé ça avec ce que j'avais vécu et en me disant s'ils sont surmontés ces challenges-là, nous on va pouvoir y arriver parce que là honnêtement c'était pas évident les situations. À la fin c'est vraiment toi en tant que fondateur qui connais ton business et en termes de advice c'est bien de rechercher de l'advice et des conseils, mais c'est toi qui dois prendre la décision à la fin. Ça peut être intimidant pour les femmes. Moi, très longtemps. En fait, j'étais contente de sortir d'un milieu service financier conseil parce que j'étais souvent la seule femme dans l'équipe, il se trouvait. Donc, j'étais un peu habituée à ça. C'était un peu la même chose quand je suis allée dans les premières conférences entrepreneurs. Je voyais très vite le déséquilibre. Donc, il ne faut pas se décourager. Ça peut être un avantage parce qu'on on est un peu unique finalement et on a souvent des idées et des concepts différentes parce que les problématiques peut-être qui nous intéressent ou auxquelles on est exposé sont légèrement différentes. Il ne faut pas se laisser décourager parce qu'on entre dans une pièce et qu'on est la seule femme ou presque. Cela dit, il faut se préparer à des questions qui peuvent être des questions ignorantes ou inaccessibles. Enfin, il y a toute l'échelle. J'ai tout vu en tant qu'entrepreneuse. Des questions qui sont insultantes, des questions qui sont ignorantes, des questions qui sont des questions simplement qu'on ne poserait pas à un homme. L'autre leçon que j'ai jamais vraiment cru l'inverse, mais il ne faut pas non plus partir du principe que les investisseurs femmes sont forcément très différentes ou sont automatiquement prêtes à investir dans ta start-up juste parce qu'il y a ça en commun en fait. Elles ont, et ça se comprend, les mêmes standards, parfois même plus exigeantes parce que si elles sont dans un milieu où elles ont tout approuvé ou peut-être elles viennent de démarrer un fonds ou sont nouvelles partenaires dans un fonds, la diligence, elle ne va pas être plus facile, elle ne va pas être privilégiée parce que c'est une femme investisseur. Parfois, par contre, si tu as un produit qui cible les femmes, c'est une bonne idée d'inclure évidemment dans ton outreach et dans tes prospects de pitch des investisseurs qui correspondent à ton target market. J'ai démarré, j'avais 40 ans quand j'étais dans 500 Startups. Donc je dirais, il ne faut pas forcément attendre. C'est bien d'avoir de l'expérience dans une grande entreprise finalement, parce qu'il y a pas mal d'avantages si on peut faire des choses soi-même. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Je dirais, ayez de l'expérience, testez votre concept, n'ayez pas peur de vous lancer, mais en même temps, cherchez et créez-vous le plus tôt possible un réseau, entrez dans l'écosystème startup. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi de faire 500 Startups, maintenant 500 Global. À l'époque, c'est qu'on n'y connaissait rien aux startups. On n'avait pas de network parmi les investisseurs dans la Silicon Valley. On ne savait pas comment marchait le fundraising. On avait tout à apprendre en fait. Alors que quelqu'un qui baigne là-dedans, même avant de sortir de l'école, c'est un super avantage. Il y a déjà un réseau, il y a des gens qui peuvent vous donner des conseils, des gens qui peuvent vous mettre en relation. Tu ne sais jamais de qui va venir ton premier chèque. Mais vraiment, je dirais, avant ça, c'est la motivation par la mission. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous excite, sur ce qui vous passionne, parce que ce n'est pas vraiment un voyage facile du tout. Et sans ça, je pense, dans les moments difficiles, que ce soit avec le funding ou avec les customers ou n'importe, je trouve que ce serait presque impossible de continuer sans cette conviction-là.